18e journée nationale, je ne vais pas avoir l'outrecuidance de vous faire une synthèse de synthèse. Ça serait malvenu et sans doute inapproprié. Je vais m'autoriser à faire 4 remarques, pour autant. La première, on a tous été émus, je pense, par nos 3 jeunes filles. Vous avez remarqué que c'était des jeunes filles. Vous avez remarqué que c'était des jeunes filles. Jeunes femmes, pardon. Femmes, tout à fait d'accord. Sous-entendu, il est aussi important d'avoir l'égalité homme-femme qui soit dans certaines circonstances et dans un certain nombre de lieux soit rappelée. Parce que je vais vous parler, évidemment, à un moment donné, d'égalité. Et donc, on a écouté Athénaïs, Camille et Mathilde. Au fond, moi, je trouve qu'on pourrait se contenter de leur synthèse. Parce que c'est une synthèse d'espoir. Bien sûr, ils ont exprimé à leur manière de la souffrance dans leur parcours. Évidemment. Mais finalement, c'est des trajectoires de réussite. La réussite en France qui est souvent de nature académique. Erreur. La réussite humaine ne se réduit pas à la réussite académique. Est-ce que dans mon cœur et dans ma tête, je suis en capacité de grandir et de faire évoluer? Eh bien, ces femmes nous ont dit, à leur manière, avec leurs mots, on va continuer, on va réussir et on va aider. Je trouve que leur synthèse est admirable. Je vous invite à les applaudir. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, je répète, je ne ferai pas de synthèse, mais je veux quand même faire une annonce. Il y a donc eu l'annonce de la présidente de la fédération qui vous dit rendez-vous l'année prochaine au mois d'octobre 2025. Et en tant que président, puisque et la présidente et les vice-présidentes diverses ont souhaité que je reste encore président du comité scientifique de la FF10, je vous annonce que le 14 et le 15 mars 2025, nous allons organiser un colloque national et international. Et pourquoi j'y fais allusion? D'abord, pour déjà faire une première accroche, en quelque sorte, une première élément promotionnel. Mais en même temps, pour dire que certaines interrogations que vous avez eues tout au long de la journée, nous allons essayer, à notre mesure, on est dans le champ scientifique, essayer d'apporter quelques éclairages, quelques éléments de réponse. Les différents troubles 10 vont être abordés, y compris d'ailleurs les fonctions transversales, et on va essayer de faire un état des lieux de recherche. Que fait la recherche aujourd'hui dans ce que tu disais à un moment donné sur la dyspraxie ou dyscalculie, etc. Et puis, est-ce que cette recherche génère ou invite à des transferts de pratiques? La recherche fondamentale est essentielle, indiscutablement, encore et aujourd'hui. Nous ne savons pas tout. Mais il faut aussi développer, consolider ce que j'appelle une recherche appliquée qui fasse que tous les praticiens de santé, ce que tu disais à propos de tes enseignants, tous les praticiens de l'enseignement, puissent disposer des effets de la recherche et en quelque sorte consolider et développer leur professionnalité. C'est le transfert entre la recherche et les pratiques, qui de pédagogue, qui de thérapeute. C'est ça la thématique de ce colloque. Nous aurons loisir avec la FF10 à promouvoir cela. Je me permettais quand même à cette occasion de vous l'indiquer pour vous dire aussi qu'au sein de la FF10, il y a un comité scientifique. Peut-être certaines ou certains d'entre vous ne le savez pas encore, mais c'est une d'originalité de ces associations. Donc je veux le souligner et en même temps remercier la fédération qui œuvre depuis de nombreuses années de la sorte. Troisième point, je rentre dans des considérations plus, je vais dire, institutionnelles. Je vais en faire 3 avant de conclure. Une considération d'ordre institutionnel, une considération d'ordre scientifique et une considération d'ordre sociétal. Dont la dernière, c'est votre inspiration.
Tu vois, c'est spontané. Hein. La considération d'ordre institutionnel, vous avez eu, à travers cette belle journée dense, à la fois le ministre nouvellement nommé, je ne fais pas faire état ici des aléas du gouvernement, et en même temps, vous avez eu le délégué interministériel à la stratégie de TND. Donc vous avez eu des institutionnels qui vous ont donné un certain nombre de perspectives. En matière de perspectives, je veux quand même rappeler ici deux choses. Quand on analyse le rapport du défenseur des droits, qui est une dame en fait, qui est sorti en 2023, ou quand on analyse le rapport du Comité européen des droits sociaux, la France est un peu épinglée à propos des personnes en situation de handicap. Malgré la loi de 2005 et malgré tous les progrès accomplis. Donc autrement dit, ce que nous a dit le ministre, ce que nous a dit le délégué, il faut souhaiter effectivement que les initiatives prises soient effectivement des progrès, étant donné que d'aucuns considèrent que la France ne fait pas assez ou que la France ne va pas assez vite. Pas seulement dans le problème des 10 d'ailleurs. Pour autant, dans les deux interventions ministérielles, si je peux dire, il y a deux remarques que je veux relever, et qui sont d'ailleurs assez spécifiques aux troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Le premier point, à un moment donné, le ministre a évoqué des formations croisées. Je ne sais pas si vous vous rappelez de son intervention, des formations croisées, ou en tout cas une collaboration croisée entre la santé et l'éducation nationale. Pendant très longtemps, je pense que nos institutions se sont regardées. La nature des troubles est telle, et vous l'avez dit à votre manière, hein, la nature de ces troubles est telle que s'il n'y a pas une collaboration franche, directe et permanente entre l'éducation nationale et la santé, alors on n'a pas les effets escomptés. Il y a besoin de décloisonner, et non pas de cliver. Et vous comprenez mon terme de manière plus globale. Le décloisonnement santé et éducation nationale est absolument nécessaire. J'espère que le ministre ira au bout de son intention, mais quand on parle de cela, je m'autorise à dire, y compris en tant que président du comité scientifique et par rapport aux fonctions que j'ai occupées ailleurs dans le ministère de l'Éducation nationale, ça veut dire qu'à tous les étages de la fusée de notre institution, tant au plan ministériel, d'où interministériel, c'est-à-dire entre le ministre de la Santé et les ministres de l'Éducation nationale, et j'ajoute aussi le ministre du SUP, qui en est un bon exemple. Il y a des collaborations. L'impulsion nationale doit être croisée. Mais ça veut dire ensuite, ça redescend sur le territoire. Vous êtes ici nombreux parents d'enfants, ou parents d'adultes, qui, effectivement, être au quotidien, aux prises avec la réalité du terrain. Il peut y avoir une impulsion nationale si localement, je dis bien localement, on n'a pas ce croisé de travail. D'où l'importance de la mise en réseau et du regard croisé entre gens de l'éducation, c'est-à-dire les enseignants, et gens de la santé, qu'ils soient médecins, ergothérapeutes, neuropsychologues, etc. C'est essentiel, ça. J'espère, effectivement, c'est un souhait que j'exprime, nous ne sommes pas encore dans la période des vœux, mais quand même, rapporter la position du ministre. J'espère qu'effectivement, il y aura une vraie inflexion là sur la collaboration entre la santé et l'éducation nationale. Et j'espère du coup que l'annonce qu'a faite le délégué interministériel, c'est-à-dire qu'il y aura un nouveau rapport de la HAS avec des recommandations sur les 10, ce sera effectivement une vraie impulsion qui sera donnée. Ma deuxième remarque sur les contributions, je veux dire, institutionnelles, on voit bien qu'on est à nouveau dans une, ça a été dit par le délégué interministériel, on est sur une deuxième vague de stratégie nationale, appelée des TND, troubles neurodéveloppementaux 2023-2027. Donc on est dans cette vague qui elle-même prend appui sur la conférence nationale du handicap. Dans cette vague-là, je fais une remarque, qui va d'ailleurs conditionner ma quatrième remarque sur celle d'ordre scientifique. Vous avez bien compris, mes amis, tout au long de la journée, ça a été dit particulièrement ce matin,
que les troubles 10, troubles cognitifs, donc participent d'une grande famille, d'une grande classification qu'on appelle troubles neurodéveloppementaux. Bon, ces classifications sont codifiées internationalement et qui conduisent aujourd'hui à considérer qu'on met dans une même famille, c'est-à-dire des troubles cognitifs et comportementaux qui ont des incidences sur la vie quotidienne des uns et des autres et qui affectent des fonctions cognitives particulières. Eh bien, dans cette grande catégorie, on a à la fois les troubles 10, on a à la fois les troubles attentionnels, on a à la fois les déficiences intellectuelles et on a à la fois les troubles du spectre autistique. Je ne dirai jamais, c'est là ma remarque scientifique, quatrième remarque, considération d'ordre scientifique, je ne dirai jamais qu'il ne faut pas classifier. Je ne dirai jamais que ces 4 types de troubles, déficience intellectuelle, TDAH, spectre autistique et 10, n'ont pas une cause commune. Ce sont les uns et les autres des troubles cognitifs. Nous sommes d'accord. Et en règle générale, qu'on voit peu, sous certaines conditions. Je mets de côté un peu les troubles autistiques et les troubles DI. Donc ce sont des troubles cognitifs. Il ne faudrait pas, c'est là ma remarque scientifique, il ne faudrait pas qu'une classification générique gomme, au-delà des causes générales ou des causes harmonisées, gomme le fait que pour chacun de ces troubles, il y a des mécanismes et des dysfonctionnements cognitifs particuliers. Et s'il y a des mécanismes particuliers qui sont affectés, c'est objectivement le cas de ce que vous avez dit fort bien, des 10 notamment, ça veut dire qu'il y a donc des réponses spécifiques. Je me méfie, mesdames et messieurs, je m'autorise à vous le dire, simplement, je me méfie des catégorisations excessives. C'est une question que nous devons porter. Qu'il y ait besoin de classifier, bien sûr, mais n'oublions pas à caractériser. Et la caractérisation suppose notamment qu'on s'attache à de bons diagnostics au bon moment. Au bon moment. Et ça suppose aussi alors qu'on ait des réponses plus ou moins spécifiques. Attention à la fusion-confusion. Attention à la fusion-confusion. Si nous voulons encore progresser dans la prise en charge des enfants 10, attachons-nous certes à la reconnaissance de ces 10 dans les TND, mais attachons-nous aussi à considérer qu'il y a des atteintes cognitives particulières et qui, compte tenu de la nature et de la gravité du trouble, engendrent des réponses particulières. En cela, on sera encore un peu plus efficient pour apporter l'aide qui est objectivement nécessaire, sans parler de vos capacités, vous avez été un témoignage exceptionnel, de vos capacités en dehors d'une déficience relative, vous avez aussi développé des capacités autres que moi qui ne suis pas atteint d'un trouble 10, je n'ai pas, mais que vous avez. Vous êtes aussi riche que moi, peut-être plus. Ma cinquième remarque, pardon, vous m'avez suivi, hein. Ma cinquième remarque, ce sera la dernière. Donc j'ai fait une considération d'ordre institutionnel, une considération d'ordre scientifique, je vais faire une considération d'ordre sociétal. On a vécu une parenthèse enchantée. Vous êtes d'accord? Oui ou non? Ben oui, on a vécu une parenthèse enchantée, là. On a découvert, là, pendant 15 jours, pendant les Jeux paralympiques, d'abord que la France existait. Hein? Bon, 5 millions de téléspectateurs à la finale du Cécifoot, vous imaginez? En plus, ils ont gagné. Et contre les Argentins. Enfin, je veux préciser la chose. Bon. Donc on a vécu une séquence enchantée, tant les Jeux olympiques que les Jeux paralympiques. Et les Jeux paralympiques ont permis de découvrir. Qu'est-ce qui nous ont aidés à découvrir, en fait? Ben d'abord qu'il y avait des personnes en situation de handicap. Il y a 12 millions en France. D'accord? 12 millions. C'est de l'ordre de 1/5 à 1/6 de la population globale.
Voilà. Donc on a découvert ça. Mais vous avez vu la nature des épreuves, parce que ça m'a, à un moment donné, ça a fini par me titiller. Pardon, je vous fais un aveu, mais vraiment parce que c'est vous. La nature des épreuves est telle que c'est plutôt les handicaps visibles. Vous êtes d'accord, hein? Sur les épreuves adaptées, sur la totalité des épreuves aux Jeux Olympiques, il n'y en avait que 3 qui concernaient des épreuves, en gros, pour des personnes présentant un trouble intellectuel. Hein? Bon. Mais celles et ceux qui sont dans le domaine de l'invisibilité, est-ce que les Jeux paralympiques ont aussi contribué à ce qu'il y ait une meilleure reconnaissance? Ce que je veux simplement dire, c'est que cette parenthèse enchantée, il ne faut pas qu'on en déchante. Cette parenthèse enchantée, c'est un moment particulier. J'ose espérer que toutes nos institutions, mais au-delà des institutions, c'est aussi une responsabilité individuelle. Hein. C'est en cela où je fais une considération d'ordre sociétal. Chacun d'entre nous, à l'endroit où il est, quel regard portons-nous sur le handicap? Quelle aide apportons-nous? Y compris pour celles et ceux qui sont porteurs d'un handicap invisible. C'est du domaine de la reconnaissance, mes amis. Et la reconnaissance est essentielle au développement de chacun et de chacune d'entre nous. Autre considération sociétale. Je disais tout à l'heure, implicitement, que nous étions dans une société qui se clivait. Vous êtes un certain nombre ici de parents d'élèves de territoires différents, et je sais par ailleurs qu'il y a aujourd'hui dans tout le territoire national des dupliques de cette manifestation, ce qui est heureux en soi. Mais quand je vais encore sur le terrain, et j'y étais il y a moins de 15 jours, que j'écoute des familles, qui est toujours essentiel, il faut écouter les usagers de services publics. Il faut écouter les acteurs. Hein. Ce n'est pas simplement tel ou tel acteur national. Qu'est-ce qu'on entend? On entend le sentiment d'injustice. Le sentiment d'injustice. Le ressenti d'injustice parce que sur tout le territoire national, les élèves porteurs d'un trouble 10 ne seraient pas également traités. Le sentiment d'injustice en fonction de la situation sociale des ménages qui est telle qu'aujourd'hui la dimension de pauvreté, précarité sociale, pourrait avoir une incidence sur la manière dont telle ou telle famille pourrait accompagner son enfant. Dans une société comme la nôtre, maintenir certaines inégalités devient de plus en plus insupportable. Dernière considération sociétale. Je termine. On entend effectivement, y compris à travers cette séquence enchantée des Jeux Olympiques, la voix de la France, multiple, plurielle, la voix de l'inclusion à travers les Jeux paralympiques, même si tous les handicaps n'étaient pas présents. Au fond, on dit, nous avons les uns et les autres à développer ce qu'on appelle l'inclusion, ça a été dit à une des tables rondes. J'ai la faiblesse de penser que l'un des marqueurs d'une société démocratique, c'est sa capacité à inclure. J'ose espérer, mesdames et messieurs, que la France saura être au rendez-vous et être une société démocratique. Merci de votre écoute.